Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Laurent. Écoute, aujourd'hui dans cet épisode de Banous, on va parler de retail marketing avec Laurence. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Laurence, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, moi je suis ce qu'on appelle un vieux de la vieille du digital. Alors, ça fait 18 ans que je suis sur le digital. Alors ça paraît vieux, mais en fait il y en a qui en ont 25 ou 30, donc c'est infiniment jeune quelque part aussi. J'ai commencé en Angleterre sur des logiques d'affiliation à l'époque où même Time One n'existait pas encore, c'est dire. Tu vois. Et je suis venu en France pour lancer justement l'activité affiliation en France. Et ensuite, je suis allé plutôt en agence avec une responsabilité globale sur l'ensemble des sujets digitaux. Donc que ce soit sur le programmatique, sur le social ou sur tout ce qui est performance marketing. Ok, très clair. Alors aujourd'hui, on va parler de e-retail marketing. On va essayer de faire dans un premier temps le périmètre de cette notion. Est-ce que tu peux nous donner une définition du retail marketing ? Alors, la définition officielle, c'est permettre à des gens qui cherchent des produits et des services de les trouver et de mettre en avant ces produits en conséquence. De manière plus prosaïque, quand on regarde le digital retail marketing, c'est quoi ? C'est la publicité sur les nouveaux moteurs de recherche qui sont les sites de retail. Donc ça peut très bien être la façon dont tu mets en avant ton contenu dans une dimension SEO ou de la publicité payante. On résume souvent le retail marketing ou l'e-retail marketing à Amazon. Est-ce qu'on parle que d'Amazon ou finalement il y a plein d'autres écosystèmes où on peut pousser ses contenus et ses produits comme tu l'évoques, Laurence ? C'est un bon point parce qu'en fait déjà, quand tu parles d'Amazon, tu parles d'un pure player et d'un comportement très particulier sur ce pure player. Si tu regardes le digital retail au sens plus large, tu recoupes quelque chose d'encore plus grand. Et si tu regardes le retail marketing avec le offline et le online, eh bien c'est encore plus gros. Je propose là-dedans, parce qu'on est quand même sur de la banouse, de le résumer sur le digital retail. Pour te donner une idée, le marché américain du digital retail marketing, c'est 50 à 60 milliards de dollars. Dans ces 50 à 60 milliards de dollars, Amazon, c'est 15 milliards. Okay. Et là où le marché est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, Amazon a changé un peu les règles. On était sur du retail marketing qui était un peu du retail marketing à la papa historiquement, avec justement de la bannière, des formats que tu pouvais pas forcément optimiser. Et ce qu'Amazon a apporté, en fait, c'est qu'ils ont changé les règles du jeu. Et c'est plus qu'un game changer, c'est le maître du jeu. C'est eux qui définissent la façon dont le retail marketing va évoluer dans les années à venir. Et là où le retail marketing est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ça va être hyper important dans la transformation digitale des entreprises. Si tu veux, avec le retail marketing, on va avoir quoi ? On va avoir la 3e révolution de l'e-commerce. Tu as eu une première révolution de l'e-commerce qui était autour de la distribution et c'est là qu'est venu naître Amazon aux États-Unis. En France, tu peux penser à Pixie, tu peux penser à Vente Privée ou à Cdiscount. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution qui est l'e-commerce, qui est très liée au service. Faut pas oublier que l'e-commerce c'est aussi du service. Donc dans cette traîne-là, tu as eu tout ce qui était voyage, mais tu as aussi tout ce qui était les telcos, etc., qui sont venus. Ça, c'était début des années 2000 sur de l'e-commerce.
Et là, tu as la troisième révolution de l'e-commerce qui était l'e-commerce distribué. Et je pense à toutes les marques de FMCG. Donc tu peux penser à Danone, tu peux penser à L'Oréal, Unilever, tous ces acteurs-là qui n'avaient pas forcément le lien direct avec le consommateur final, et ben pour la première fois, ils vont avoir, même si c'est intermédié via Amazon ou via d'autres plateformes de retail, la relation avec le consommateur final. Donc ils vont pouvoir piloter leur retour sur investissement comme nous on le faisait il y a 20 ans sur tout ce qui était digital retail, enfin tout ce qui était e-commerce traditionnel plutôt. Finalement, Laurence, c'est un peu digitaliser ce que l'on avait avant dans le point de vente, qu'on appelait un stop rayon, une publicité sur le lieu de vente, et permettre à, par exemple, Danone de pouvoir pousser son nouveau produit ou sa nouvelle promotion au sein du site qui vend du food, comme Leclerc ou comme Intermarché.fr. Exactement. Et t'as un bon parallèle en parlant de stop rayon. Pourquoi? Parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je te parlais de digital retail à la papa avant? C'est que historiquement, on a repris les éléments qui existaient avant du retail marketing traditionnel, le stop rayon, la promotion, etc., etc. Et on a essayé de l'adapter au digital retail. Sauf que le comportement de l'utilisateur, il n'est pas du tout le même dans du magasin traditionnel et en digital retail et sur Amazon encore plus particulièrement. Il faut te dire que en retail traditionnel, tu as une approche pêche au filet. Les consommateurs, ils vont dans le magasin, ils vont répondre à leurs besoins. Leurs besoins, c'est quoi? Eh bien, c'est de nourrir sa famille pendant une semaine. Nourrir, laver, etc., etc. Quand tu vas aller chez les pure players et encore plus loin chez Amazon, le comportement de l'utilisateur il est différent. Il veut répondre à un besoin, mais à un besoin qui est beaucoup plus isolé, beaucoup plus précis. C'est plutôt de la pêche au harpon. Donc on est sur un comportement qui est différent. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Le consommateur, il va utiliser le site de retail comme un moteur de recherche. Maintenant, Amazon, c'est le premier moteur de recherche mondial. Donc en fait, le retail à la papa, c'était quoi? C'était du stop rayon, c'était de la bannière, c'était le consommateur va dans la catégorie glace, bah, je lui mets un stop rayon avec une pub pour Häagen-Dazs, par exemple, tu vois. Là, le comportement, il est différent. Le comportement de l'utilisateur, il va chercher vraiment un truc extrêmement précis. Donc, tu vas lui servir une publicité à ce moment-là et une publicité native. Donc, on va retrouver tous les éléments qui ont fait le succès des moteurs de recherche type Google. Alors, juste pour que ça soit clair pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous exposer les éléments de promotion sur Amazon notamment? Alors, dans promotion, nous on dit advertising and promotion pour reprendre des éléments du retail parce qu'il faut promouvoir ton produit et faire la promotion de ton produit, donc du discount. Donc déjà c'est un petit peu plus difficile. On va regarder l'angle publicitaire pour simplifier. Si c'est ta question en fait. Exactement, ouais. Parce que sinon, tu as la promotion, le discount que tu mets, et là tu peux. Tu as un autre chapitre qui s'ouvre, tu vois. Non, je parlais vraiment des différents emplacements que propose Amazon pour que les marques puissent promouvoir leur marque, justement, sur le site Amazon. Les supports de diffusion, tout simplement. Ok. Alors, tu as deux types de formats. Enfin, tu as deux types de présence. D'abord, tu as une présence on-site. Et ça représente 80% du chiffre d'affaires de la régie Amazon. Et tu as la présence off-site. On va commencer par la présence on-site. Tu as différents types de formats qui sont tous natifs. Le premier, c'est du sponsored product. Donc, quand tu tapes ton produit, le produit que tu recherches, des écoutes, un micro par exemple, on en parlait tout à l'heure, et ben, tu vas voir les 4 premières positions qui vont être des résultats sponsorisés. C'est un format natif. Okay. Donc, tu verras pas forcément la différence avec les autres formats. Ça, c'est le premier, Sponsored Products. Deuxième, Sponsored Brands. C'est un format un peu plus gros. C'est à la limite avec le stop rayon.
C'est pas forcément complètement natif, mais ça s'insère très bien quand même dans l'espace Amazon. Là, tu vas faire la promotion de la marque et pas de ton produit, comme le nom l'indique. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle du sponsored display, qui sont des formats qui vont s'insérer en produits alternatifs, en particulier sur une fiche produit. Et ça, c'est les 3 gros types de formats que tu vas avoir. Alors, il faut savoir qu'Amazon, en particulier aux États-Unis, fait évoluer l'offre. Ils font évoluer avec des formats vidéo, ils font évoluer avec des formats sociaux, mais qui n'existent pas encore en Europe. Ensuite, tu as toute l'activité off-site. Off-site, c'est quoi? C'est je m'appuie sur la donnée shopper. Et là, tu es sur une donnée qui est hyper puissante puisque c'est le consommateur basé sur ce qu'il achète sur Amazon. Donc, tu auras aussi bien de la donnée loguée des mots et de la donnée précise parce qu'elle est loguée, de la donnée comportementale parce que ça représente une certaine typologie d'achat et de la donnée in-market d'achat réel. Donc, si je sais que quelqu'un est en train d'acheter un micro, je peux lui servir de la publicité sur Amazon et en dehors. Et là, tu vas avoir différents formats. C'est un achat programmatique où Amazon a son propre DSP, où tu vas pouvoir acheter aussi bien de la vidéo, de la bannière et des formats enrichis, par exemple. Voilà. Ça veut donc dire qu'en tant que marque, je peux soit pousser mes produits à l'intérieur d'Amazon si je vends mes produits sur Amazon, mais si c'est pas le cas, je peux quand même m'appuyer sur un acteur comme Amazon pour récupérer de la donnée et l'opérer dans l'écosystème programmatique avec les partenaires que je pourrais avoir moi en tant que marque. Oui, tant que tu as un siège sur le DSP d'Amazon, tu le peux. Alors Amazon va te permettre tout le monde peut faire de la publicité sur Amazon, que tes produits soient vendus ou pas sur Amazon avec le DSP d'Amazon. D'accord? En revanche, évidemment, tu es dans le lieu d'achat d'Amazon. Le gros de leur chiffre d'affaires, ça reste de vendre du produit. Donc Amazon ne t'autorisera pas à ce que la pub sorte de son écosystème. Avec une exception, si les produits ou les services ne sont pas vendus sur Amazon. Par exemple, dans l'automobile ou sur de la banque ou de l'assurance. Tous ces produits sur lesquels Amazon ne va pas forcément vendre de produits, eh ben, tu pourras aller en dehors d'Amazon. En revanche, si tu es sur un format, même dans une logique off-site, et que ton produit est vendu sur Amazon, ou ta catégorie est vendue sur Amazon, eh ben, tu dois renvoyer vers le site d'Amazon. Et quand tu es quand tu es un acteur plutôt FMCG, comme tu as évoqué tout à l'heure un exemple sur Danone, et que toi tu es peut-être plus intéressé par des sites comme Intermarché.fr, Leclerc, Auchan.fr, Carrefour, etc. Est-ce que ces partenaires, ces sites-là, ces sites de vente e-commerce, marketplace-là, proposent des formats publicitaires similaires à Amazon, ou on est dans un univers complètement différent à ce que tu viens d'évoquer? Grâce à une pépite française qui est Criteo en l'occurrence, qui a racheté Store Retail, et ben l'ensemble des acteurs français, ils sont équipés avec des solutions publicitaires, aussi bien pour l'activation on-site que off-site. Donc la Mobile Marketing Association de France a sorti un panorama justement qui donne la liste de l'ensemble des solutions sur l'ensemble des retailers. Alors t'as cité Intermarché, c'est un peu un piège parce que c'est le dernier qui est pas forcément une vraie régie en propre, même s'il y a des opportunités avec eux. Mais oui, Leclerc offre cette opportunité uniquement on-site, pas de off-site sur Leclerc. Carrefour est plutôt le plus avancé sur tout ce qui est off-site. Ça fait très longtemps qu'ils ont créé une solution programmatique qui permet de toucher leurs encartés avec des présences on-site et des présences off-site. Alors, justement, pour être assez pragmatique, toi qui accompagnes des marques dans ce type d'écosystème, comment tu abordes ce type de projet avec tes clients? Alors, c'est un très bon point. C'est que la première chose, c'est qu'il faut que tes produits soient vendus sur Amazon ou sur le retail. Et il faut que tu sois bien achalandé. Parce que si demain je commence à faire une campagne publicitaire, il faut que ton produit soit en stock. Donc, tu as toute une partie sur la supply que tu as intérêt à couvrir avant. Et donc, nous, on a en gros une approche où on considère qu'il y a 5 étapes. Le premier, c'est un sujet organisationnel.
avoir les bons talents qui ont les KPI liés à des KPI d'activation digitale e-business. Associé à ça, c'est les bons partenaires, technologiques ou stratégiques. Ça, c'est la première étape. Le deuxième étape, c'est lié à la distribution et à la logistique. Dans la distribution et la logistique, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver tous les éléments qui sont ta capacité à livrer à Amazon et à tous les sites de retail dans les contraintes d'Amazon. Si tu ne réponds pas à ça, Amazon va te charger des pénalités de retard qui peuvent représenter jusqu'à 2% de ton CA total. Le troisième étage de cette fusée, on appelle ça une pyramide, mais on peut aussi appeler ça une fusée, il n'y a pas de problème, c'est la logique par rapport aux 3 P du retail. Normalement, dans le retail, il y a 4 P, mais là, on va s'arrêter au produit. Est-ce que tu as le produit que le consommateur recherche avec le bon assortiment? Est-ce que tu as la bonne politique de prix et est-ce que tu as la bonne promotion? Alors là, quand je dis promotion, c'est pas publicité, c'est vraiment la promotion en termes de tarifs. Ensuite, tu as tous les éléments qui sont liés à l'expérience client et là, on en a 3. C'est les avis clients. Est-ce qu'ils sont positifs ou pas? Et est-ce que tu en as beaucoup? Ensuite, c'est tous les éléments de création de fiches produits dans une logique de SEO et des images adaptées à ce que le consommateur va rechercher pour que ton produit soit trouvable aussi bien sur ordinateur, mais aussi en mobile. Parce que sur un petit écran, tu as intérêt à faire remonter certains produits davantage. Et ensuite, seulement, tu vas avoir l'activation publicitaire. Donc, si ton produit il n'est pas en stock, si tu n'as pas les bons éléments créatifs, si, etc., et ça ne sert à rien d'activer ta publicité. Et trop souvent, on voit des acteurs qui commencent à dire je veux accélérer sur Amazon, je vais mettre de la pub. Donc, tu vas surinvestir en publicité et tu n'auras pas les retours que tu veux avoir. Et tout ça avec le contrôle d'Amazon, c'est-à-dire que si jamais ta publicité ne performe pas, s'il y a une expérience utilisateur dégradée, ils peuvent t'écarter de leur plateforme ou pas du tout? Alors, si tu es trop en retard dans tes livraisons de manière permanente, Amazon peut te déréférencer. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, d'un point de vue publicitaire, si ton produit ne répond pas à certains codes sur Amazon, par exemple que tu n'as pas des avis suffisamment positifs, que ton produit est hors stock ou a des faibles stocks, Amazon ne va pas puber. Et tu vas retrouver de toute façon des éléments de pertinence par rapport au contenu que tu retrouves aussi sur Google. Donc voilà, si tu vends un micro et que tu tapes un mot-clé lié à des chaussures, forcément, si tu veux quand même apparaître dessus, tu vas payer beaucoup plus cher. Voilà. Du coup, tu me tends la perche, Lorenz, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros parallèle entre l'univers googlien et l'univers amazonien, c'est-à-dire le référencement naturel, le référencement payant, le fait que sur Google, je dois optimiser par toutes les techniques qu'on connaît, la sémantique, le content, le netlinking, la popularité, tout ça, mon site pour qu'il soit bien référencé dans la SERP, et je peux en plus acheter du mot-clé pour pousser des annonces. Mais j'ai l'impression que sur Amazon, c'est la même chose. Je me trompe ou j'ai une bonne vision à peu près du truc là? Alors, tu as une bonne vision. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Amazon, c'est un moteur de recherche. Au même titre que Google. 63% des recherches produits, elles commencent sur Amazon. Alors, Google, en volume, a toujours beaucoup plus de volume de requêtes. Mais quand les gens recherchent un produit, quand ils sont dans leur acte d'achat, ils sont avant tout sur Amazon. C'est devenu un moteur de recherche. Donc, tu réponds au même code et... Soyons honnêtes, une grosse partie des ingénieurs qui sont derrière la solution publicitaire d'Amazon, ils sont passés chez Google avant, tu vois. Donc, oui, tu vas retrouver les mêmes codes. Alors, il y a des exceptions. Une des exceptions majeures, c'est que la publicité influe sur tes résultats organiques. Pourquoi? Parce que Amazon, dans ses résultats organiques, va mesurer le nombre de ventes que tu vas faire. Donc, plus tu pousses avec la publicité, plus tu vas générer de ventes. Donc, tu vas avoir un meilleur quality score si on regarde le parallèle avec Google. Et ça te permettra justement de remonter plus haut. Alors, ça, c'était très vrai il y a 2 ans. C'est un peu moins vrai maintenant parce que Amazon a un peu dégradé le trafic interne. En revanche, il y a un truc que Amazon adore, ils sont hyper malins, c'est le trafic externe. Donc, un clic que tu apportes de l'extérieur, parce que tu as des gens qui apportent du trafic de l'extérieur, des systèmes d'affiliation
il faut pas oublier, hein, Amazon, c'est la plus vieille plateforme d'affiliation. Hein. Et ben ça a 3 fois plus de valeur que du trafic interne. Alors attends, j'ai pas très bien saisi ce dernier point. C'est-à-dire que tu veux dire finalement, tu as un bonus, quality score amélioré, pour faire un parallèle googlien, si il y a du trafic sur ta fiche produit qui provient de l'extérieur d'Amazon. Et donc du coup, c'est là où effectivement toi tu abordes l'affiliation qui envoie du trafic frais sur la fiche produit, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Amazon, ce qu'ils vont considérer dans leur algorithme, c'est que si les gens en dehors de l'écosystème d'Amazon parlent de ton produit et qui font des relais vers ta fiche produit d'Amazon, et ça veut dire que ça a une valeur beaucoup plus grande. Ça veut dire que c'est encore plus intéressant. Plutôt que, ils vont dévaloriser un petit peu le poids du trafic interne que tu peux avoir en payant, parce que sinon, tu prêtes toujours qu'aux riches, quoi, finalement. Et Amazon, ce qu'ils ont envie, c'est comme Google, d'avoir une très long tail avec plein d'acteurs. Mais ils ont des solutions avec des ROI sur la partie search. Tu peux avoir des ROAS ou des ROI de 4, 5 sur des mots-clés génériques dans l'environnement d'Amazon. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu sur Google, ces ROAS-là, tu vois. Heureusement que tu as encore les mots-clés marques pour te permettre de compenser. Alors, on parle beaucoup d'Amazon, mais toi, comment tu conseilles le choix des marketplaces? Est-ce qu'il y a des marketplaces plus affinitaires avec telle ou telle verticale? Comment tu choisis? Alors, là-dessus, on parle beaucoup d'Amazon et de toute façon, on parlera toujours d'Amazon, à quelques exceptions près. Pourquoi? Parce qu'Amazon, c'est une plateforme universelle. C'est vraiment le seul pure player que tu peux avoir qui est vraiment généraliste et qui vend tout. Alors avec une exception, c'est l'ultra frais, le frais en France, mais tu peux l'acheter quand même sur Amazon, mais c'est via un partenariat Monoprix. Donc tu trouves vraiment tout sur Amazon. En revanche, tu te rends compte très vite que tu vas aller chercher des solutions qui vont être complémentaires. Par exemple, sur le bricolage, tu vas avoir besoin d'un mano-mano qui est spécialisé sur le bricolage. Dans l'informatique, tu as intérêt aussi à être sur Cdiscount et aussi à être sur le site de la Fnac parce qu'ils portent cet héritage qu'ils avaient, qui faisait partie de leur ADN. En informatique, ils ont une part de marché qui est assez importante. Donc nous, ce qu'on va regarder, en fait, c'est la part de marché relative des différentes plateformes et aussi l'objectif qu'on va avoir. Si tu es dans un objectif pan-européen de croissance, tu t'appuies sur Amazon, éventuellement tu complètes avec eBay. Si tu es sur la mode, tu vas aller chercher un Zalando, un Asos. Quand tu as des problématiques qui sont plutôt franco-françaises, tu vas avoir Amazon en priorité, toujours. Pourquoi? Pour 2 raisons. Une, souvent en termes de chiffre d'affaires, c'est le plus important. Et aussi, c'est la plateforme qui te permet d'aller le plus loin en termes de solutions. Ce que je te disais, c'est Amazon, c'est le maître du jeu. Donc eux, ils sont les plus équipés, les plus plateformisés. Et c'est sur lequel tu vas pouvoir piloter de manière la plus agile possible le ROI. Mais des gens comme Cdiscount, ils créent des plateformes qui sont aussi assez versatiles, qui sont aussi assez agiles et qui te permettent d'optimiser tes campagnes. Et du coup, Laurence, la problématique de la distribution des produits de l'annonceur sur ces plateformes est une vraie question, une vraie problématique technologique. Quelle est la place des sociétés qui font l'intégration de flux, la gestion de flux, comme Lengo par exemple, EasyFlux ou toutes ces boîtes-là? Elles sont toujours dans le jeu et est-ce que c'est vital de s'appuyer sur elles ou à quel moment on doit commencer à se dire « Ah, il faut que je passe par un partenaire technologique qui va me faciliter l'implémentation ». Alors, on n'en a pas parlé avant, mais il faut aussi faire une distinction sur Amazon. Tu as 2 types de ventes. Tu as une vente, on va dire, wholesale traditionnelle, qui représente à peu près 40% du chiffre d'affaires sur Amazon. Et tu as une approche marketplace en plus. Très vite, tu te rends compte que tu as besoin de solutions technologiques qui vont plugger un certain nombre de choses. Alors, tu es rentré par les intégrateurs de flux ou par les PIM. On aurait pu regarder aussi des problématiques de connectique à tes ERP, etc., etc. Gestion des stocks, gestion de la facture. Donc, il y a énormément de problématiques que tu vas avoir. Dans l'ensemble de ces problématiques, en fait, si tu n'as que Amazon à gérer, tu peux passer un peu en manuel, on va dire.
À partir du moment où tu veux scaler, tu ne peux pas ne pas avoir un intégrateur de flux pour te permettre d'envoyer tes produits sur l'ensemble des plateformes. Et même l'intégrateur de flux, quand tu es monoplateforme, il peut t'aider parce que au-delà de la logique de gérer les flux, c'est aussi un outil qui te permet de piloter ton business. Donc, tu ne peux pas aborder Amazon de manière sérieuse sans outils technologiques qui te permettent de tout intégrer. Ok, très clair. Pour terminer, si on devait garder, si tu pouvais nous donner et donner à nos auditeurs 5 points clés pour réussir son projet de e-retail, quels seraient-ils finalement? Alors, je t'ai parlé des 5 étapes, donc je vais essayer d'improviser et de parler de 5 idées clés pour performer. Le premier, c'est culturel. C'est des marques, pour la plupart, qui n'ont jamais utilisé le digital avec une dimension ROI mesurable en temps réel. Ça change beaucoup de choses d'un point de vue culturel. Il faut comprendre l'écosystème d'Amazon, et l'écosystème d'Amazon, il est très drivé par la culture amazonienne, liée à la customer centricity, à l'importance de la frugalité, l'importance de la data, tous ces éléments-là. Donc le premier élément, moi je dis toujours, il est culturel. Je dirais que le deuxième point, c'est de se faire accompagner dans un premier temps. Ok, tu m'as dit pas d'autopromo, mais pourquoi? Parce que c'est un écosystème extrêmement complexe. Et très souvent, tu as des acteurs qui vont se dire, bah, c'est facile, c'est une marketplace, elle est ouverte, il y a 3 millions de vendeurs. La réalité, c'est que pour te faire trouver, tu as intérêt à comprendre cet écosystème. Et que ce soit moi, que ce soit d'autres acteurs, on connaît très bien ces écosystèmes-là. Et donc on va créer de la simplicité, on va créer de la fluidité, comme tu l'aurais sur Google. C'est facile de lancer une boutique Shopify, mais une boutique Shopify qui marche, c'est plus compliqué. Et ensuite, plutôt d'un point de vue marketing, et je le ferai peut-être en 4 points, c'est travailler les contenus. Le contenu, c'est la pierre angulaire de ta relation avec le consommateur. Donc elle doit incarner ton produit, mais surtout elle doit répondre aux besoins du consommateur. Et ensuite, il faut accélérer avec la publicité. Pourquoi? Parce que Amazon, c'est 350 millions de produits qui sont référencés en temps réel sur la plateforme, et que si tu veux émerger, tu as besoin de la publicité pour émerger, pour accélérer ce qu'on appelle la flywheel et créer, et je vais faire un petit barbarisme amazonien, créer de la sales velocity. Pourquoi? Parce que sur Amazon, le plus tu as de dynamisme, le plus tu vas être vu par leur moteur interne, et le plus tu as de chances de remonter. Donc voilà, je l'arrête à 4 plutôt que 5. Parce que j'ai déjà fait mes 5 étapes pour pas être redondant. Non, mais c'est très clair et finalement, moi, ce qui m'a le plus marqué durant les petites recherches que j'ai fait sur cette thématique avant le podcast, c'est cette prise de pouvoir d'Amazon dans la recherche pour l'ensemble des produits finalement. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et finalement, on parle toujours des GAFA, mais je vois mal Google ne pas riposter à moyen terme, parce que si on tire un petit peu le fil, Google, ça va être réservé à l'actualité, et toutes les autres requests seront sur Amazon. Si on doit schématiser, Google, c'est l'actualité. YouTube, c'est l'usage. Facebook, l'écosystème Facebook et Instagram en particulier, c'est l'immédiateté, tu vois. Et effectivement, le produit, tu vas l'avoir sur Amazon. Et effectivement, ils sont en train de changer les règles, et ça passe aussi par le mobile, en fait. Pourquoi? Parce que sur mobile, tu as une navigation qui est basée sur l'app. Donc, voilà, t'en as un peu marre d'utiliser Google comme d'un moteur de recherche pour te permettre d'accéder à Wikipédia ou d'Amazon, tu vois. Donc tu vas directement à la source. Et c'est aussi lié au mobile, en fait, cette révolution. Mais il y a un point dont on n'a pas parlé. La difficulté qu'aura Google et Facebook, parce qu'ils ont des initiatives liées au marketplace qu'ils ont lancé il y a 2 ans et l'année dernière, c'est la logistique. On a eu un prisme très marketing,
très business, mais il faut pas oublier la puissance logistique qu'il y a derrière Amazon, quoi. Ce matin, j'étais un peu en retard pour l'enregistrement. Je me suis dit, je vais m'acheter un micro. Bon, le problème, c'est qu'il me le livrait entre 19h et 22h. Mais j'aurais pu avoir mon micro dans l'après-midi, tu vois. J'aurais pu activer un Prime Now et le recevoir encore plus vite. Ça, c'est unique. Et c'est cette confiance du consommateur. Parce que ta première relation avec ton produit, elle est via la livraison. Et là-dessus, Amazon, ils sont imbattables. Assez peu de gens savent que tu peux acheter des produits sur Google et que du coup Google Shopping et que Google Shopping est également une marketplace en fait en tant qu'utilisateur pur et dur et en tant que marketeur en réalité t'en as très peu même les clients hein. Oui mais non, même les industriels ils le savent pas. C'est assez dingue et du coup ma question c'est tout bête, c'est un acteur comme ça comme Google pourrait, s'il mettait le turbo, faire quelque chose d'assez chouette. Toute proportion gardée par rapport à la logistique que tu as évoquée, et ça c'est clair, ils vont avoir du mal. Mais pourquoi ils accélèrent pas là-dessus? Pourquoi ils mettent pas le paquet? Je comprends pas très bien. Ben, tu l'as dit, c'est la logistique. D'accord, ok, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que si tu as le meilleur site du monde, qui est plus fluide, qui est plus beau, qui est plus tout ça, mais que ton produit, tu sais pas s'il va être livré en 1 journée, 3 jours ou 5 jours, et ben le consommateur, ok, tu vois, c'est seamless, c'est agréable, etc., mais il manque cette livraison. Et pour le positionnement de Google, eux, ils avaient un positionnement quand ils ont lancé Acheter avec Google, qui était vraiment d'aller chercher le petit commerçant, et c'était vraiment pour créer une expérience unique entre le on et le off, tu vois. Et c'était en tout cas le positionnement qu'ils avaient. Mais tant que tu n'as pas cette logistique, et je pense que si Google doit investir quelque chose, je ne suis pas non plus investisseur chez Google, ni responsable des finances, ils pourraient mettre un gros ticket le jour où ils veulent bouger sur le commerce, ils mettront un gros ticket pour acheter un logisticien. Écoute, très clair. En tout cas, c'était très instructif, merci beaucoup. Et en tout cas, on garde contact pour parler de ce sujet plus tard dans l'année, ça serait vraiment top. Super, très bien. Merci Laurence. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.